Madame, Messieurs, bienvenue dans cette édition spéciale sur Gabon 24. Le 24 février 2022 est désormais une date qui est entrée dans les mémoires. Vladimir Poutine, le président russe, a lancé une opération militaire en Ukraine pour défendre, selon lui, les séparatistes pro-russes de l'Est du pays. Depuis jeudi, donc, les Ukrainiens vivent au rythme des tirs et des bombardements de l'armée russe. Ce vendredi, les tirs ont été entendus dans la capitale Kiev. Pour l'heure, les réactions ne cessent de fuser, celles des États-Unis qui imposent déjà des sanctions contre la Russie, l'Europe qui est en plein sommet extraordinaire à Bruxelles pour se pencher sur la question. L'Afrique n'est pas en reste et appelle à un cessez-le-feu immédiat. La guerre en Ukraine, que faut-il retenir et que comprendre? Quelles conséquences directes pour l'Ukraine et pour le monde? On en parle avec vous, Arcel Moreau, politologue gabonais. Bienvenue sur ce plateau de Gabon 24. Merci. Nous avons en ligne depuis Saint-Pétersbourg le Ruslan Shumilov, un journaliste russe qui a accepté de répondre à nos questions. Alors dites-nous, vous qui êtes sur place, quel est le climat qui prévaut actuellement en Russie? C'est une situation assez difficile à expliquer, mais visiblement le peuple russe a très peur. Les populations ont très peur des conséquences qui peuvent en découler. Elles ont peur de leurs finances parce que l'opération en Crimée a démontré que ce genre d'acte engendre des problèmes. Mais est-ce que la population, elle est pour ou contre, Ruslan, ce qui se passe actuellement en Ukraine? Face à la situation qui se déroule actuellement en Ukraine, les points de vue des populations divergent. 50% de la population russe croit que ce qui se passe en Ukraine est une opération militaire tout à fait normale. Et 50% pensent que c'est une agression contre un État souverain et qui n'est pas excusable. Est-ce qu'il n'y a pas également, Ruslan, une sorte de crainte par rapport toujours aux populations des réactions des pays comme les États-Unis? Actuellement, il n'y a aucune crainte concernant les sanctions. Le peuple russe a juste peur de la précarité que pourrait engendrer ce conflit. Et c'est justement la raison pour laquelle plusieurs Russes manifestent leur mécontentement contre cette invasion de l'armée russe. Et personnellement, je crois que cette opération n'a pas lieu d'être. C'est un vrai crime de guerre. Mais les citoyens russes, en général, n'ont pas d'autre choix que de soutenir l'armée. Parce que c'est notre armée. Merci encore à vous, Ruslan Shumilov, pour toutes ces précisions et pour votre sentiment que vous nous avez partagé. Arcel Moreau, les populations restent donc mitigées du côté de la Russie sur le conflit qu'il y a, ou du moins la guerre qui a été déclenchée du côté de l'Ukraine. La guerre, nous y sommes, finalement une réaction de Poutine qui, est-ce que vous pensez, était prévisible? Alors, dire que personnellement, mon sentiment, je ne croyais pas que la Russie pouvait intervenir militairement, surtout dans les régions qui sont proches de Kiev. Oui. Je voyais une intervention dans les régions du Donbass, qui sont les parties, bien les territoires de l'Est, où il y a des populations très russophones. On se disait qu'on était dans le schéma de 2014-2013, lorsque la Russie avait annexé la Crimée, une autre région très russophone. Donc, de là à un plan d'attaque généralisé qui risque d'aboutir, si rien n'est fait sur le plan diplomatique, à la prise de la capitale Kiev, je ne voyais pas les choses de la sorte. Bien entendu, la mobilisation de près de 100 000 soldats, de toute la logistique militaire, maritime, a fait craindre une possibilité d'une intervention militaire, mais pas jusqu'à la prise de la capitale. Mais alors, comme cela semble se dessiner. Vous avez parlé de la crise qu'il y a eu en 2014-2015. Est-ce que pour trouver les germes de cette guerre qui est actuellement en train de se dérouler du côté de l'Ukraine, on n'aimerait pas aller chercher finalement vers cette période-là, puisqu'on a toujours eu une Ukraine pro-occidentale et qui a le soutien des pays de l'OTAN notamment, et une minorité, celle donc de l'Est, qui est pro-russe, mais les tensions qui se sont donc exacerbées avec cette guerre civile en 2014 qui éclate dans le Donbass, à l'est du pays, entre les forces pro-russes soutenues par Moscou et le pouvoir central de Kiev.
Est-ce que finalement, il ne faut pas aller chercher les germes de cette guerre d'aujourd'hui, en 2014? Oui, peut-être même bien avant. C'est-à-dire que sur les origines du conflit ukrainien, on regarde la situation, il y a un conflit aujourd'hui, mais les origines sont plus anciennes. D'accord. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Ukraine a historiquement toujours été sous ces deux grands pôles d'influence, c'est-à-dire l'Ukraine la Russie d'un côté et l'Europe de l'autre. On ne reviendra pas sur des siècles plus lointains, 9e, 10e, 13e siècle, où les premiers tsars de Russie venaient de l'Ukraine et vice-versa. Donc l'histoire entre la Russie et l'Ukraine, c'est vraiment l'histoire presque d'un même peuple. En 1921, c'est le grand rattachement de l'Ukraine à la Russie. En 1991, c'est la dislocation de l'URSS. L'Ukraine, comme d'autres républiques, acquiert son indépendance vis-à-vis de la Russie. En 2000, il se pose un problème, c'est que l'Ukraine est confrontée à deux grands projets régionaux. Oui. Un projet de rattachement économique et douanier avec la Russie et un projet d'association avec l'Union européenne. Quelques années plus tard, la grande majorité de la population se prononce ou semble se prononcer en faveur d'un rattachement avec l'Union européenne. Le gouvernement, à l'époque qui était pro-russe, avait refusé de signer cet accord. Nous sommes vers les années 2003, 2006, 2008. Ce gouvernement est chassé par la population au cours d'une révolution. Un autre gouvernement intervient. Et lorsque ce gouvernement, nous sommes autour de 2013, lorsqu'il y a le refus de la signature de la cotisation avec l'Union européenne, le gouvernement qui intervient se saisit autoritativement de la question et rapproche la position de l'Ukraine avec l'Union européenne. Seulement, la Russie, qui est déçue de cette position de l'Ukraine, va attiser, il faut le dire, les régions pro-russes qui voulaient déjà leur indépendance depuis plusieurs décennies, notamment la Crimée. La Crimée, quelque temps après, en réaction à ce refus de l'Ukraine de se tourner vers la Russie, la Crimée décide son auto-indépendance. L'armée russe intervient pour, dit-on, protéger les populations de la Crimée contre les violences de l'armée ukrainienne. Alors, c'est le premier constat. D'abord, il faut comprendre que ça va dans une situation vraiment de dislocation interethnique, interrégionale à l'intérieur de l'Ukraine. Inter-État, finalement. Aujourd'hui, à l'intérieur de l'Ukraine, parce que ce n'est pas seulement que la Crimée. La Crimée, c'était en 2013-2014. En 2021-2022, c'est le Donbass, une autre région qui est aussi très russophone, au moins à 60%, comme la Crimée, qui voulait aussi accéder à son indépendance. Et le facteur déclencheur ou immédiat, c'est que en sus de ces divisions ethniques, territoriales et religieuses, où une certaine partie des régions de l'Est sont en réalité russophones, même du point de vue historique, l'Ukraine décide de reprendre son projet de fédération avec la Russie, avec l'Union européenne, et avec l'Union européenne, et surtout avec l'OTAN. Parce que en adhérant à l'OTAN, en adhérant à l'Union européenne, il est clair que la Russie allait avoir, dans son plus proche voisinage, un pays membre de l'OTAN, un pays membre de l'Alliance, d'une alliance militaire qui ne cesse de la menacer depuis la fin de la guerre froide. Donc, les exigences de la Russie ont été de 2 ou 3 ordres. Le premier élément de revendication de la Russie a été de signifier à l'OTAN et à l'Union européenne de ne pas étendre les bases de l'OTAN jusqu'au niveau de l'Ukraine. Qui, selon Poutine, ne se justifie pas au niveau de l'Est, Tout à fait, c'est en raison de cette proximité géographique, parce que déjà, l'OTAN a déjà implanté en Pologne et dans d'autres pays des bases militaires stratégiques qui peuvent facilement attaquer la Russie, et avoir un grand pays comme l'Ukraine où l'OTAN implanterait d'autres armes et des destructions massives, ça signifie que la Russie se sent complètement en danger. La sécurité nationale n'est plus garantie. Donc, c'est pour ça que la Russie a estimé, vu qu'il n'y a pas de solution claire avec de solution ferme, parce qu'ils ont demandé à ce que l'Union européenne et l'OTAN, notamment les États-Unis, prennent des actes juridiques clairs qui ne vont pas recevoir l'Ukraine comme membre de l'OTAN. Jusqu'à présent, pourquoi ça bloque? Pourquoi au niveau des pays occidentaux, on n'arrive pas à finalement se pencher réellement sur ces points de revendication de Vladimir Poutine? Pourquoi on n'arrive pas à finalement mettre un peu d'eau dans notre vin? Pourquoi on est resté rigide sur nos positions? Parce qu'en réalité, depuis l'effondrement du bord de l'URSS, une certaine élite politico-militaire, dont Poutine incarne aujourd'hui, est l'incarnation aujourd'hui, n'a cessé de retrouver la grandeur perdue de la Russie. De 1990 aux années 2020 aujourd'hui, la Russie vient de traverse 30 ans d'humiliation,
de la part des Occidentaux, des Européens, des Américains, qui se sont complets dans la situation dans laquelle s'est retrouvée la Russie, sur le plan militaire, sur le plan économique, sur le plan social. Après émerge un nouveau pouvoir avec Vladimir Poutine qui rétablit l'économie, l'industrie, qui essaie de relever la dimension internationale et impérialiste de la Russie. Peut-être nostalgique aussi de l'ex-URSS. Tout à fait. Donc, il y a tout cet ensemble de facteurs qui font que les Européens ne peuvent pas. Les Européens savent que le réveil du grand ours qu'est la Russie peut signifier une nouvelle guerre froide, peut signifier une nouvelle confrontation internationale. Du coup, s'ils peuvent asphyxier la Russie à partir de ses frontières, c'est tant mieux, ce que la Russie ne peut pas accepter. Donc, du coup, en réalité, l'épreuve de force semblait être inévitable au niveau non seulement de l'Ukraine aujourd'hui, mais aussi d'autres pays peuvent suivre après l'Ukraine d'ici les années à venir. On a donc assisté à des médiations, des tentatives de médiation de la France qui ont malheureusement échoué, puisqu'aujourd'hui on a déjà l'assaut russe clairement énoncé en Ukraine et particulièrement à Kiev. Le 21 février, Vladimir Poutine reconnaît l'indépendance donc des régions séparatistes pro-russes de l'Est de l'Ukraine, ce qui laisse planer aussi finalement une menace de l'avancée de la ligne rouge à ne pas franchir. Je pense que la ligne rouge est déjà franchie dans la mesure où la Russie a reconnu ces deux territoires, ces deux provinces de l'Ukraine. C'est un acte de déclaration de guerre. Dans la mesure où, comme vous le relevez, la Russie a refusé jusqu'à lundi matin la proposition française d'un sommet entre le président américain Joe Biden et le président russe Vladimir Poutine, c'est franchi dans la mesure où les attaques, l'invasion ne concerne pas que les deux provinces russophones qui voulaient l'indépendance, mais on voit aujourd'hui le plan militaire s'est dessiné vers la prise de Kiev, la capitale. Donc, à partir de ce moment, je pense que la ligne rouge, elle est déjà franchie. Elle est déjà franchie. Seulement, ce qu'il faut connaître, c'est que le grand perdant dans cette histoire, c'est l'Ukraine. C'est l'Ukraine. L'Ukraine est perdante dans la mesure où les grandes puissances européennes et de l'OTAN, qui l'ont fait croire depuis presque 10 ans, 20 ans, qu'elles pouvaient adhérer à l'OTAN et à l'Union européenne, l'ont abandonné sur le plan militaire aujourd'hui. Ce ne sont que des promesses en termes de sanctions contre la Russie, ce ne sont que des promesses en termes d'appui logistique et militaire, ce ne sont que des promesses en termes d'aide humanitaire. Mais je crois que ce à quoi s'attendait l'Ukraine, ou voulait l'Ukraine, c'était une intervention militaire pour empêcher la percée fulgurante de l'armée russe. Est-ce qu'en l'état, l'OTAN peut intervenir dans cette guerre? Alors, nous sommes aujourd'hui dans une situation complètement... Est-ce que le thème qu'il faut parler, c'est d'imbroglio, de blocage? Parce qu'en réalité, l'Ukraine comptait sur les Européens. Les Européens comptaient sur les Américains à travers l'OTAN, qui sont le noyau de l'OTAN, et les Américains, eux, ils craignent les Chinois. Les Chinois qui sont l'allié militaire stratégique direct de la Russie. Donc, c'est ce blocage qui fait que l'Ukraine se retrouve seule, perdue, divisée, déchiquetée par la Russie en moins de 48 heures. On a ce sommet de l'Union européenne qui, on l'espère, va accoucher de plusieurs résolutions. Mais je reviens quand même sur cette question, puisque certains analystes évoquent même déjà la Troisième Guerre mondiale. Est-ce que nous y sommes dans cette Troisième Guerre mondiale? Cela est possible dans le cadre de la géopolitique que nous venons de donner, à savoir que ce qui se joue aujourd'hui en Ukraine, à quelques maîtrises des Occidentaux, c'est une Troisième Guerre mondiale. Ça peut paraître spectaculaire de le dire, mais c'est la vérité. Parce que si aujourd'hui, l'OTAN décide d'intervenir militairement pour repousser la Russie, le plan russe a été clair, et la Russie va être obligée de dégager tout son arsenal militaire, et le premier théâtre d'opération d'une guerre civile directe, d'une guerre internationale directe, ça va être en Russie. Mais dans ce cas, si l'OTAN intervient, puisque l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, comment? C'est un faux prétexte parce que l'OTAN est déjà intervenu par le passé dans deux théâtres des pays qui n'étaient pas des pays membres de l'OTAN. L'OTAN est déjà intervenu. On a vu l'OTAN intervenir en Syrie, et puis dans un autre pays par le passé. Donc je pense qu'en réalité, c'est parce que l'OTAN a en face d'elle une puissance nucléaire. Donc c'est le risque que la Russie sorte ses armes nucléaires avec les risques énormes en termes de dégâts humains et matériels qui fait que les États-Unis sont obligés de dire que l'Ukraine n'est pas un pays membre de l'OTAN. C'est un prétexte, en réalité,
face à la puissance nucléaire qui est en face. À ce niveau, on blâme effectivement la réaction de Vladimir Poutine puisqu'il enfreint à ce niveau-là les droits de l'homme. Et les Nations Unies, est-ce qu'à leur niveau, elles peuvent réagir puisqu'on sait que la Russie, elle a droit de veto aux Nations Unies, la Chine également. Est-ce qu'on peut espérer une intervention de l'ONU qui serait objective dans ce conflit? Je pense que dans ce conflit, nous avons, on va dire, schématiquement deux camps. L'axe occidental, Oui. qui prêche la bonne évangile de la démocratie, des droits de l'homme, du multilatéralisme, de la coopération, et l'axe de l'Est, On revient dans les deux blocs de mais c'est l'Ouest et cela de aujourd'hui l'Est. où il y a la Russie appuyée en arrière-plan par la Chine, qui, eux, sont pour une forme de respect de l'ordre et des équilibres. L'ordre et l'équilibre qui ne sont plus respectés depuis 30 ans par les États-Unis et leur allié, l'Europe, qui font la loi. Parce qu'eux, ils ont leur propre conception de l'ordre international. Oui. Mais on a vu ce que l'ordre international pro-occidental a aussi causé. La Libye, aujourd'hui, est déstructurée. L'Irak a été attaqué. Il n'y a pas eu le respect de l'ordre international. Un autre pays, aujourd'hui, la Syrie, il n'y a pas eu le respect de l'ordre international. Donc, quand il s'agit de la Russie, on dit qu'il y a violation de l'ordre international, mais toutes ces grandes puissances ne respectent pas l'ordre international lorsque leurs propres intérêts stratégiques sont en jeu. En réalité, il faut le dire. Ce qui est mis à mal aujourd'hui, c'est bien les Nations Unies qui n'ont pas de capacité diplomatique d'infléchir la position de la Russie, parce que, comme vous le dites, même si on s'en va dans le cadre multilatéral à l'ONU, au Conseil de sécurité, la Russie dispose d'un veto. La Chine, qui soutient la Russie, son allié, dispose aussi d'un veto. Donc, il n'y aura pas de résolution du Conseil de sécurité condamnant fermement et interdisant l'agression de la Russie en Ukraine. À ce niveau-là, est-ce qu'il n'y a donc plus d'issue par rapport à cette guerre qui est complètement déclarée du côté de l'Ukraine? Comme je pense que la seule chose qu'il y a aujourd'hui, c'est que l'objectif militaire de la Russie sera nécessairement atteint. Oui. C'est-à-dire la démilitarisation, c'est-à-dire la destruction de toutes les capacités d'intervention militaire de la Russie, ce qui s'est fait depuis 2 jours, la prise de la capitale Kiev, et puis l'installation éventuellement d'un nouveau pouvoir pro-russe. Le pouvoir ce qui va se faire malheureusement. Et je crois que c'est à partir de là que la Russie va peut-être accepter de revenir sur la table des négociations. Pour négocier quoi? Pour négocier les conditions de sa sécurité internationale, les conditions de sa place dans l'ordre international. Parce que ce que la Russie veut, au-delà de Kiev, c'est la reconsidération de sa place en tant que puissance mondiale, de son influence internationale qu'elle a perdue. Cette influence internationale qui pousse la Russie aujourd'hui à venir en Afrique, en Centrafrique, au Mali, au Burkina, parce que la Russie estime qu'elle doit revenir, qu'elle doit être devant la scène internationale en tant que puissance comme les États-Unis, comme la France. Et vous faites bien d'en parler, puisque parmi les réactions, on a eu la réaction de l'Union africaine qui condamne clairement l'action de Vladimir Poutine et qui appelle à un cessez-le-feu immédiat. Mais comment peut être reçue cette réaction de l'Union africaine quand on sait qu'à l'intérieur du continent africain, il y a aujourd'hui des États qui conjuguent avec Moscou? Alors, la position de l'Union africaine est tout à fait normale. L'Union africaine adhère au même principe que la Charte des Nations Unies en termes du respect du droit international, de la souveraineté, de l'indépendance des États. Sur le point de vue international, il est clair que la Russie viole le droit international en attaquant un État souverain, en niant son indépendance, en brisant son intégrité territoriale. C'est sur cette base juridique que l'Union africaine, en tant qu'institution, prend position. Mais au-delà de la position de l'institution de l'Union africaine, il y a des relations bilatérales, c'est-à-dire les relations entre certains États et la Russie. Comme vous le signalez, le cas de la Centrafrique, le cas du Mali, qui sont des pays où des unités opérationnelles armées de la Russie sont bien présentes. Alors, parmi les réactions, il y a également eu celle des États-Unis, mais on se pose quand même la question de l'efficacité des sanctions des États-Unis à l'encontre de la Russie. Oui, je pense que l'intervenant russe tout à l'heure a dit une chose importante, c'est que les Russes sont inquiets sur les suites économiques, sur l'avenir économique du pays. Parce qu'une guerre a forcément un coût. Un coût, c'est de l'artillerie, c'est des déplacements. Et puis, une chose est de prendre ou d'occuper ou d'envahir l'Ukraine, mais est-ce que la Russie est capable de porter économiquement un grand pays industriel en pleine industrialisation, en pleine industrialisation économique comme l'Ukraine? Je ne crois pas. Ce qui suppose que pour
tenir la perfusion que l'Union européenne apportait, que le FMI apportait, ça veut dire qu'on va devoir prendre dans les finances de la Russie, pour reconstruire l'économie ukrainienne. Ce que la Russie, je ne pense pas, ne soit pas en mesure de faire sur le long terme. Mais est-ce que... Vous comprenez un tout petit peu. Donc, du coup, les conditions de vie, les situations économiques de la Russie, avec les sanctions, même si il se dit que la Russie s'est préparée depuis quelques années, mais en puisant sur vos réserves sur 2, 3 ans, 5 ans, avec d'autres crises qui peuvent intervenir sur le plan économique comme diplomatique, je pense que la Russie, nécessairement, à un moment ou à un autre, va se retrouver au-devant des difficultés économiques certaines. Alors, on parle de difficultés économiques. On a d'une part les États-Unis qui sanctionnent, mais d'autre part, la Chine qui, elle, se positionne en disant que nous comprenons, et là je cite le ministre chinois des Affaires étrangères, nous comprenons les préoccupations de sécurité légitimes de la Russie. Est-ce que Pékin ne pourrait pas être cet allié économique-là lorsqu'il y aura des difficultés? Bien entendu, je pense que si la Russie n'avait pas un accord politique, un accord militaire et donc économique avec la Russie, avec la Chine, je ne pense pas que la Russie se serait lancée dans cette opération-là. Je ne crois pas. C'est d'ailleurs le risque, je pense, au niveau géopolitique qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'une alliance Chine-Russie est en mesure de remettre en cause l'ordre international qui existe depuis 30 ans aujourd'hui. Oui. Effectivement, parlant d'économie, il y a également les conséquences économiques à travers le monde. Quelles peuvent être les conséquences de ce conflit-là, pas seulement pour la Russie et pour l'Ukraine, mais pour l'Union européenne et peut-être aussi pour l'Afrique? Alors, pour l'Union européenne, je pense qu'il y a d'abord la dépendance au gaz. Ensuite, sur le plan agricole, il y a beaucoup de produits qui viennent de l'Ukraine. Notamment la production de blé. Voilà. Donc, du coup, il y aura un problème de pénurie au niveau de la chaîne de fourniture. Donc, il peut y avoir de l'inflation sur ce côté, mais le plus grand risque étant au niveau de l'énergie, l'approvisionnement en gaz. C'est d'abord cela. Ensuite, je pense que pour les pays africains, il faut voir le problème à deux niveaux. D'accord. Il y a des pays africains, un peu comme je dirais le Gabon aujourd'hui, malheureusement en relations internationales, c'est le réalisme. La guerre chez les autres peut créer la prospérité chez les uns. Du coup, depuis 2 jours, on voit la courbe du pétrole qui est en pleine ascension, en pleine hausse. Ce qui veut dire que pour le cas du Gabon, cette crise se maintient sur 2, 3, 6 mois, 8 mois jusqu'en fin d'année. Ça veut dire que nous aurons une loi de finances rectificative qui va revoir à la hausse nos hypothèses macroéconomiques en termes de vente du pétrole parce que les marchés aujourd'hui vont vendre le pétrole cher du fait de cette crise-là. Donc, pour un pays comme le Gabon, c'est une crise qui peut avoir des retombées économiques positives. Maintenant, pour d'autres pays qui ont des rapports économiques peut-être plus étroits, qui dépendent plus de la Russie, ça pourrait être un peu plus difficile. Merci beaucoup à vous, Arcel Moreau. Nous avons fait le tour de la question. Nous rappelons que nous aurions aimé avoir le professeur Jean-Louis Nkoulou dans cette émission. Nous n'avons pas pu l'avoir, mais peut-être pour une prochaine édition spéciale, puisque la guerre en Ukraine est déclarée et peut-être que nous aurons l'actualité qui va se poursuivre d'ici la semaine prochaine ou au mois prochain. On aura l'occasion de revenir sur ce plateau. Merci beaucoup, Arcel Moreau, pour toutes ces précisions. Et merci également à notre journaliste russe, Ruslan Chumilov, depuis Saint-Pétersbourg, qui a apporté ces précisions. Merci à toute l'équipe de rédaction de Gabon 24 et de production. Je vous retrouve très vite sur ce plateau. À bientôt.